Hugues. Bon, celle-là, je la fais rapidement parce que hier, c'était une journée particulière. L'interview de Renaud Camus par Berkoff, tout fasciné par le fait d'avoir le risque d'interviewer le sulfure dans le pli du temps du château des Plieux. Pour finir par valider malgré lui tout un tas d'aberrations quand même assez manifestement basiques, incompatiblement avec juste l'évolution de la norme de vivre ensemble en fait structurelle, nationale, constitutionnelle française. Je veux dire, bon. Renaud Canu, moi je suis désolé, ça se plie en 2 secondes, donc j'en ai plein le cul de cette fausse polémique. Alors, oui, il y a une légitimité dans l'effort intellectuel proposé par Monsieur Camus d'une critique de la capture de la réelle démocratie républicaine par ce néologisme critique, analytique de davocratie. Et donc, oui, Monsieur Camus a une légitimité à essayer de formaliser sa pensée et d'en émettre une tentative de critique structurelle. Il n'y a pas de souci avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression et de tentative d'en aboutir la formulation. Maintenant, il y a le jugement de la proposition finale. Mais alors, enfin, je veux dire, Monsieur Camus, vraiment, rapidement, sincèrement. Comment est-ce que vous pouvez croire défendre la démocratie constitutionnelle républicaine dans une incohérence de non-sens si vous voulez justement viser à votre concept de no-sens? Je veux dire, comment est-ce que vous pouvez réussir à vous satisfaire de visiblement l'invisibilité pour vous, de l'intercontradiction intenable et insoutenable du coup de votre propre développement. Je veux dire, comment vous pouvez dire d'un côté que euh, vous êtes pour euh, en fait un retour à la culture, au savoir, à la sagesse même, puisque vous en parlez, hein, déjà dans le dépopulationnisme. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie réellement, structurellement, le dépopulationnisme? Malthus? Je vais vous répondre techniquement. 80% de l'humanité vit aujourd'hui dans des zones hyper-littorales, hyper-urbaines, denses, alors que 40% rien que des surfaces émergées terrestres sont encore des déserts. Et on n'a même pas encore touché aux surfaces océaniques. Et en plus, ça fait maintenant pratiquement plus de 70 ans qu'on a dans les bagages des développements technologiques des technologies comme les gravifères où on pourrait penser produire au besoin assez facilement des poldérisations gravitaires, donc pouvoir en plus faire de nouveaux territoires en fait en suspension au-dessus des territoires existants si on avait réellement des problèmes de surpression démographique. Ces discours sont justement des illusions techniques et structurelles justifiées seulement et uniquement dans un auto-validisme presque discursif freudien, de structure discursive, d'auto-validation permanente, c'est-à-dire je suis le pionnier à avoir pensé la pertinence, donc si vous pensez contre moi, c'est que vous n'avez pas compris ma pensée, donc forcément vous êtes concerné par le fait que j'ai pensé avant vous. Oui, bah c'est un discours circulaire auto-ostraciste. Et donc, il est en fait animé réellement, intrinsèquement, par le ségrégationnisme. Contrairement à ce que vous dites, vous n'êtes pas conscient du problème conceptuel du racisme, puisque déjà, un de vos propres arguments, vous n'arrivez pas à le définir, vous n'arrivez pas à définir les races, vous parlez d'une trop grande profusion de races pour pouvoir savoir de quoi on parle, et donc, ce que vous essayez de valider étymologiquement pour no-sens et innocence, en fait, se détruit complètement dans votre absurdité, en fait, d'impossibilité de réussir à démontrer racisme, antiracisme. Donc, vous parlez de quoi, en fait? Donc, ce flou conceptuel, en fait, du coup, véhicule une abstraction pourtant maximisée comme une hyperpertinence finaliste analytique, ce qui du coup est invalide, donc n'est pas un argument mais précisément un non-argument. Et puis
en fait, ce que vous faites, du coup, c'est saboter une critique structurelle, analytique, véritable des problèmes du davosisme. Alors, le problème du davosisme, ce n'est pas un post-marxisme au sens exploiteur du lumpen prolétariat. C'est pas la question de la classe sociale. C'est la question de l'hypocrisie d'exilables contraints. C'est-à-dire qu'en réalité, la vraie critique à mener contre Davos, c'est le suprémacisme impérial, puisque la majorité de ces déplacements de population contraints viennent des guerres expansionnistes, de la propriété et la capacité d'ordination de la violence des complexes militaro-industriels. Donc, moi, c'est pas sur ces aspects de votre tentative de pensée que je vous attaque, parce que votre réflexion sur le service non létal, c'est quelque chose que je développe moi-même. Bon, je pense que vous embrouillez un peu entre pacifisme et service. Je vous encourage à essayer de préciser et d'affiner un peu plus, hein, parce que honnêtement, je pense que, et c'est pas pour me vanter, mais personnellement, je suis arrivé plus loin que vous en moins de temps. Donc c'est que c'est possible. C'est pas pour être en compétition avec vous. Je vous avoue que bon, les milieux dans lesquels vous frayez en plus me donnent pas forcément une extrême motivation à essayer de vous nommer ou de vous visibiliser. Mais intellectuellement, techniquement, synthétiquement, c'est tout à fait possible, oui. Donc mais dépêchez-vous presque sans vouloir être un jeune con. Mais aussi, il faut que vous m'expliquiez comment cette absurdité en fait pseudo-démonstrative peut ne pas être ennemi en fait de la survention des réels outils en fait de combattre déjà ces thèses déjà légitimes qui est le droit français. Je veux dire, la Constitution, le préambule de la Constitution, même de 1948, donc enfin 1958 puisque 1948 si vous voulez, pas forcément celle de 1793. Bon, je vous rappelle quand même des notions élémentaires. Dans ce préambule, il y a que 30 articles. C'est pas la fin du monde. Bon, si déjà les penseurs soi-disant contemporains sont incapables de les maîtriser, comment voulez-vous que ça marche? Vous dites, nous, Français, c'est précisément parce qu'on se pose pas la question de la race que nous sommes le meilleur obstacle au suprémacisme, etc., etc. Bon, je reformule un peu, je paraphrase un peu, mais vous avez compris. Mais non, c'est précisément parce que nous les avons pensés et surtout que nous les avons sanctuarisés dans les incompressibles des fondamentaux, des niveaux d'aboutissement de rapport en idéal à la philosophie du droit, que nous avons cherché à affirmer, à proclamer ce sanctuaire de hissage au-dessus des limites immédiates de nos conditions, précisément dans un processus civilisationnel. Précisément. Non, ce n'est pas le droit qui tue. C'est la bêtise. C'est l'acculturation. C'est la déformation du prétexte d'agir au nom du droit qui tue. Ce n'est pas le droit. C'est son erreur interprétative. Précisément. Donc, on va quand même rappeler quelques fondamentaux. Article 2. Toute personne doit être protégée contre la discrimination, indépendamment de son origine ethnique, de sa couleur de peau, de son genre, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques et de son lieu de naissance. Donc, vous n'arrivez pas à définir la race. C'est normal, elle n'existe pas. Biologiquement, le racisme est une illusion. C'est prouvé depuis au moins les travaux de Paul Kammerer, les caractéristiques génétiques acquises ne sont pas éternelles. Ça veut dire que le vivant est mutagène et que les caractéristiques immédiates sont la permanence des multifactorialités de perduration d'interaction avec les conditions environnementales. Ça veut dire que vous transplantez des personnes d'un certain morphotype dans une autre zone de type d'environnement sur une période prolongée, leur biologie évoluera. Le racisme, biologiquement, n'existe pas. Le terme désigne les problèmes de stéréotypie
maximalisé jusqu'au ségrégationnisme, qui sont des constructions intellectuelles de représentation du réel, et pas du réel lui-même, d'interface de représentation intellectuelle. Donc ce que vous dites est absurde, est matériellement absurde. Ce ne sont pas des questions d'indépassabilité biologique, ce sont des questions de dogme culturel, de déterminants cultuels. Bon, en sociologie, ce qu'on appelle un déterminisme, ce n'est pas une indépassabilité. C'est une origine socioculturelle. C'est une culture. C'est une structuration psychocomportementale. C'est une ethnicité. Ce n'est pas une prédisposition matérielle inamovible et immuable où sinon l'humanité n'existe jamais. Enfin, je veux dire, le niveau d'absurdité dans votre tentative de prétention à la pertinence est vraiment plus que surprenant, je vous avoue, parce que il y a une incohérence, mais manifeste, quoi, manifeste. Donc, article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personne juridique. Juridique. Donc, ce serait directement impossibilisé dans le concept de race, puisque dans ce cas-là, vous ne feriez que du réductionnisme à un matérialisme insublimable. Donc, vous seriez directement en contradiction avec pourtant ce fondamental du droit de notre culture. Donc, en quoi seriez-vous l'ambassadeur de notre culture précisément ? Ça n'a aucun sens. Article 10. Toute personne a droit à un procès équitable. Où est l'équité dans la tentative de fournissage, d'aliénation des processus d'établissement préalable des complexités, des situations et intentionnalités pour produire la précision du jugement? Encore une fois, votre discours est invalide. Article 12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa réputation. Ce que viendrait automatiquement entacher un régressisme perceptuel contraint d'une racialisation. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et d'être libre de partir et revenir dans son pays. Donc, comment faites-vous la différence entre génocide de substitution et liberté de circulation en respect des lois locales ? Vous voyez bien que le véritable problème que vous essayez de soulever, en réalité, c'est la violence d'exilabilité. Donc ça n'a rien à voir avec la race, ça a à voir avec la compulsion prédative, le compulsionnel prédatif suprémaciste. Donc essayez de soigner, de guérir les personnes atteintes de régressisme suprémacisé dissociatif par la race. Ça n'a aucun sens, c'est comme essayer de soigner le choléra avec la peste. Ça n'a aucun sens. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de solliciter l'asile. Voilà. C'est précisément ce que vos travaux essayent de foutre en l'air par beaucoup de non-pertinence. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Et oui, parce que nationalité n'est pas adelphité. Nationalité est un quorum de textes fondateurs basés sur la puissance de sublimation des conditions physiologiques par l'intellectuel de consensus. C'est l'avantage des démocratismes. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. Et oui, parce que nos cheminements perceptuels nous élèvent au-delà de nos conditions strictes originelles. Et c'est tout le propos des encyclopédistes qui ont donné le rapport à l'universel dans un effort de questionnement justement des illusions, des limites, des diversités. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre lui permettant de bénéficier de ses droits. Donc si votre représentation du monde est une indépassabilité sectorielle prédéterministe d'appartenance à des non-démonstrations de constitution physiologique, comme disait ma mémé, on n'a pas le cul sorti des ronces.
Article 29. Toute personne a des droits et des devoirs envers la communauté en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui. Finalement, quelque part, n'êtes pas vous traître à ce principe dans votre entêtement à vous attacher par quelques artifices polémistes de stratégie de vente de vos travaux, à la nécessité de l'universalisme de ces réciprocités structurant l'équilibre des consensus dans le corpus social. Que ne serait beaucoup plus un regain d'intérêt pour l'existence de vos efforts que votre tentative de rectifier le tir quant à cette question, n'est-ce pas? Article 30. Personne ne peut priver autrui de ses droits et libertés. Si seulement vous aviez commencé par là, monsieur Camus. Bon, heureusement, Julien Thierry a produit une émission formidable sur l'avancée contestataire dans le monde juif contre justement les essentialismes suprémacisants des erratismes constructivo-structurels de technodominion oppressif qui conduisent droit à un ségrégationnisme apartheidiste de tentatives de nouvelles solutions finales actuellement en Palestine. Et donc, voilà ce que produit réellement la puissance de mutualité réciproque d'une république démocratique réellement souveraine en esprit des lois. Je pense que c'est une des plus magnifiques leçons que vous pouvez essayer de valoriser, avoir la force de vous inspirer pour essayer de pousser plus loin vos efforts, parce que vraiment il le faut, monsieur Camus. Bonne journée quand même.